On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission consacrée, vous avez pu le voir, à ce charmant village qui est Bourg-le-Roi, avec nos invités, à commencer par Françoise Olivier. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association des Amis du Moulin de Robert, qui organise la fête des fouets, qui se déroulera le 15 juin prochain. C'est ça. Et donc, c'est le Sud-Sarthe. Le Sud-Sarthe. Et le 15 juin prochain, pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire, il y a bien évidemment les 24 heures du Mans, dont on parlera tout à l'heure avec Arnold Robin. Bonsoir. Bonsoir. Pilote des 24 heures sur une voiture Lexus, la numéro 78, et que vous pourrez retrouver en Sarthe, et notamment demain à Conneré, pour des dédicaces. Notre ami Fernand Lejard, ambassadeur du patois sartois. Bonsoir Tertou. Qui causera aussi sport ce soir, hein, on peut le dire. Oui, et puis, absolument. On ne va pas tout dire, mais voilà. Et puis Pascal Mariette, notre spécialiste du patrimoine, qui va revenir un instant sur Bourg-le-Roi. Pascal. Bourg-le-Roi, oui, c'est une grande commune toute petite, mais on va dire une grande commune quand même, avec un beau patrimoine bien sûr, et le premier patrimoine c'est le donjon. Comme disait Monsieur le maire, c'est une création nouvelle, cette paroisse ou cette commune, puisque c'est vers le 11e et 12e siècle que va s'élever sur une butte un château fort, on va dire, mais un château très simple, hein, c'est une tour. Apparemment, c'est Henri II Plantagenet qui aurait décidé de fortifier cette zone. Surtout, l'endroit est bien choisi, on est sur une butte, on voit très très loin, on aperçoit d'un côté Fresnay d'ailleurs, on aperçoit de l'autre côté Saint-Rémy, etc. Et donc, on va construire, bon, il ne reste plus que ça malheureusement, mais une grande tour. Alors, j'ai mis un petit dessin qui permet d'imaginer comment c'était. Donc, une tour cylindrique, qu'on le voit dans le premier temps, et puis autour, il y avait excusez-moi, un mur d'enceinte circulaire aussi, un deuxième mur d'enceinte circulaire et deux fossés. Vraiment, truc bien fortifié. Voilà ce que ça donnait à la fin. Donc, il fallait arriver à peu près à cette étape-là. Donc, aujourd'hui, vous voyez ce qui reste, il n'en reste pas grand-chose. Donc, il y a le parc animalier autour. Donc, c'est vraiment là la première fortification. Et puis après, vers le XIIIe siècle, on va commencer à faire une enceinte. Alors, vous allez me dire, l'enceinte est grande, il en reste plus de presque 1 kilomètre encore. Et cette enceinte, elle va enfermer une espèce de grand rectangle. Et le village, lui, il va être vraiment que dans un petit coin de ce grand rectangle. En gros, c'est les garnisons qui étaient installées à l'intérieur, et de temps en temps, il y avait des troupes qui s'installaient, qui se protégeaient derrière les murs. Et aujourd'hui, il reste ces murs que vous pouvez parcourir. Et si vous regardez un petit peu plus près, vous voyez les petits trous là qui ont les murs, ce qu'on appelle des trous de boulin, eh bien, ça servait à mettre des barres en bois dedans, mais surtout d'entretenir le mur. Non, ça permettait de faire les échafaudages. C'est-à-dire on mettait les planches et ça permettait de restaurer le mur ou de le construire, et on laissait les trous parce qu'on y revenait avec on voit un gros carré de bois et puis on mettait vos planches et ça vous permet de réenduire, de remettre les pierres qui sont tombées, etc. Plein de bon sens. Plein de bon sens, et des trous de boulin, on en trouve sur beaucoup de bâtiments. Surtout sur les vieux châteaux. Voilà, donc je vous conseille de faire le tour de l'enceinte, n'hésitez pas. Et il reste encore, comme vous avez vu, la première porte, la porte Saint-Mathurin, qui est une très belle porte. Et puis il y a une deuxième porte, on voit la petite chapelle, je vais vous en parler après. Et puis la deuxième porte, la porte de Saint-Rémy, ces grandes portes. Alors pourquoi ils sont restés en place ? Je vais vous dire pourquoi ils sont restés en place. Parce qu'il y a beaucoup de villes qui les auraient détruites, parce que vraiment ça peut gêner à la circulation. Et bien tout simplement, vous allez voir sur les photos suivantes, on va voir un tracteur arriver. Le tracteur, avec même sa benne derrière, passe très largement. Donc on voit évidemment le passage de la herse. Il reste encore les endroits où passait la herse, mais ces portes étaient fermées. Vous voyez, le tracteur, il passe encore. Mais si le tracteur n'a pas réussi à passer, je pense qu'il y a bien longtemps que les portes auraient disparu. Donc je reviens sur l'autre porte Saint-Mathurin, où il y a une magnifique chapelle que l'on voit dans l'axe, on va zoomer un petit peu dessus, une petite chapelle qui a été construite en 1575 par, alors j'aime bien son nom, alors je vous le dis, Diosine de Tiziou, qui était l'épouse de Jacques de Maridor, seigneur de Bourg-le-Roi. Donc elle a fait construire cette chapelle qui est toujours en place, qui est vraiment charmante, et à l'intérieur, si vous avez la chance, il y a un hôtel un peu particulier, parce qu'ils ont repris une plaque tombale pour faire l'hôtel, vous voyez, puis on a fait un petit trou pour mettre, comment on dit,
ce qu'on met à l'intérieur. Enfin bref. Et donc vraiment cet hôtel, allez le voir si c'est ouvert, n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur de cet hôtel qui remonte à la fin du Moyen-Âge. Ensuite, un petit tour vers l'église juste en bas du bourg, la petite église de base 12e, et c'est là qu'on va zoomer aussi. On va aller voir ce qui se passe à l'extérieur, on ne va pas rentrer à l'intérieur. Donc un clocher un petit peu plus ancien qui a été retravaillé au 13e, puis après agrandi au 16e, etc. Et puis surtout, on va aller voir, regardez, là il y a 2 gros contreforts. Sur le côté, on a l'ancien presbytère qui remonte au 15e siècle à peu près, mais qui était un ancien site, un ancien prieuré. Mais juste à côté, sur les contreforts, eh bien, vous regarderez, il y a de magnifiques petites sculptures, des têtes assez intéressantes, juste de chaque côté de la porte. Voilà. Donc il suffit de lever la tête pour regarder. Et il y a de l'autre côté comme un renard. Vous voyez, il y a des yeux un peu intrigants quand même. Le personnage du bas à droite est quand même un peu des yeux énormes, bref. Et puis il y a cette tête de loup ou de renard, je ne sais pas, de loup, Fernand, je ne sais pas. Voilà. Et puis de l'autre côté, je vous conseille d'aller à la porte. Alors vous allez me dire pourquoi. On va aller à la petite porte qui est là-bas, là, que l'on voit à gauche. On va zoomer dessus et regardez ce qu'il y a au pied. Bon, donc on a une belle ouverture 15-16e, mais au pied, regardez ce qu'il y a. Donc l'ouverture, les bases, mais à côté de chaque côté, il y a ces fameux gratte-pieds. Ça vous parle peut-être dans toutes les maisons, mais ceux-là, vraiment, ils sont imposants, ils sont vraiment curieux. Donc, je voulais vous les montrer. J'en ai jamais parlé des gratte-pieds, mais ça se faisait beaucoup. Pour rentrer dans les églises, il fallait nettoyer ses pieds. On se décrottait les pieds. Dans les maisons, dans toutes les mancelles au Mans, il y avait des gratte-pieds à l'entrée. Si vous regardez, malheureusement, on a mis les petits coffret électrique à la place, parce qu'il y avait en plus un petit trou pour glisser le pied à l'intérieur. Donc voilà, donc si vous allez à l'église, vous pensez à moi, vous allez voir les gratte-pieds. Un petit tour sur le bâti de la commune. Pour finir, il reste quelques... Donc un beau village, avec un tracé qui reste très rectiligne, comme à l'armée. On structure un petit peu, on fait des carrés, et bien c'est resté un petit peu. Mais le bourg était vraiment que excentré sur la partie d'Alençon, enfin l'arrivée d'Alençon. Et donc, quand on va dans le bourg, vous allez voir d'abord les restes d'un ancien manoir seigneurial qui reste... Bon, il y a évidemment la plaque à Leclerc, Leclerc qui est assiégé, donc n'hésitez pas à aller voir sur la Grande Place, mais un petit peu plus loin, sur la rue, alors je ne sais plus laquelle que c'est, celle qui va sur la chapelle Saint-Mathurin, là on est sur une impasse Sainte-Claire, une ruelle, donc allez voir tout ça, et en même temps, vous allez voir, il y a de très belles maisons, donc on va continuer le diaporama, et on va aller voilà, sur cette maison qui est le reste d'un ancien manoir, et on voit cette fenêtre du 15e, mais surtout, sous Louis XIII, il y a eu une extension derrière qui a été démolie, et puis après, au 19e, on a carrément démoli une grande partie de ce manoir pour en faire un grand château à côté. Vous avez d'autres maisons de bourg qui ont été extrêmement bien restaurées. Vous avez des maisons de tisserands. Et là, vous avez cette maison qui appartenait certainement à la famille Boulard, parce que juste à droite, regardez ce que l'on voit, on a c'est l'atelier de broderie, en fin de compte. Ah oui. C'est là où les brodeuses s'étaient installées. La famille, les ateliers Boulard, qui s'étaient installés sur la commune en 1843, ont en 1868 fait une extension. Et ils ont fait ces grandes verrières, je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont fait ces extensions qu'on appelle des coursières en bois, ou à encorbellement, pour avoir des grandes vitres et pour que les femmes qui brodent aient de la lumière au maximum. Et donc, elles étaient à l'étage et elles travaillaient ici à cet endroit. Et ce bâtiment est vraiment exceptionnel, il est vraiment chouette parce que c'est vraiment cette structure bois, c'est pas très courant dans nos villages de trouver. Alors c'est vrai que quand on passe dans la rue, on doit dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Super. Voilà pour aujourd'hui et pour Bourg-le-Roi. Bon, bah super. Finalement, c'est un tout petit village en termes de superficie, l'un des plus petits de France, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir ou à revoir à Bourg-le-Roi. Petite cité de caractère, moi je dis, parce que vraiment, il y a eu un très beau travail de restauration des maisons. Les gens se sont prêtés au jeu. Il y a des couleurs de menuiserie. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant sur cette commune. Voilà, une belle cité aussi qui a du caractère, n'est-ce pas? Bon, bah merci Pascal pour ce survol virevoltant, on va dire, parce que, pardon, on a pris un petit peu de retard tout à l'heure suite à un petit problème technique, mais on va rattraper le temps perdu et tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Pascal, vous avez repris votre souffle et on enchaîne tout de suite avec le jeu. Voilà. Alors cette semaine, je ne sais pas si c'est facile. Alors, quel est l'ancien nom du village de Bourg-le-Roi? Je vous fais 3 propositions. A. Bourg-l'Évêque. B. Beauvoir-sur-Moire. C. Bourg-la-Loi. Bon, alors pendant que tout le monde réfléchit, Madame Olivier, vous avez une petite idée?
Je prendrais le premier. Ah, ben voilà. Bourg-l'Évêque. Arnold, est-ce que ça... Ça ne me parle absolument pas. Donc non, mais comme hasard, Moudous. Bourg-l'Évêque, pourquoi pas. Bourg-l'Évêque aussi, ouais. Fernand. Je crois que c'est Bourg-l'Évêque. Ouais. Eh ben, vous avez gagné, mais vous auriez pu choisir les autres parce qu'il y a eu les 3 noms. Ah, c'est pas vrai. Et donc, en fin de compte, oui, le premier nom était Beauvoir-sur-Moire. Et à la même époque, il y a eu Bourg-l'Évêque. Donc, c'est les anciens noms. Et surtout, à la Révolution française, c'est devenu Bourg-la-Loi, étonnamment, pour redevenir Bourg-le-Roi. Bon, bah super. Étonnant, hein. On aura appris quelque Vous chose auriez encore. choisi n'importe lequel, Ouais. vous auriez gagné. Eh Ouais. oui. Merci Pascal. À la semaine prochaine. À la semaine. On enchaîne sans transition, mais néanmoins, mon cher Fernand, est-ce qu'on peut dire que vous êtes pleine bourre ce soir, à l'image du sport dont vous allez nous parler? Ah, sacré 28, oui. Parce qu'il ne s'agit pas des 24 heures du Mans, Non, heureusement d'ailleurs. mais dans parce que un autre franchement, sujet d'actualité. Un sujet d'actualité qui m'a un petit peu fait dresser les cheveux sur la tête, si je puis dire. Bon, bah allez-y, on vous écoute. Ça tient de quel football à cette heure? Ils gagnant la Coupe d'Europe, et pour faire voir qu'ils sont bénèzes, eh ben ils cassent en tout. Hein? Et il y en a même qu'en Quercy. Ça serait été que le football, il serait devenu un sport de magalo, d'arcanier. Quand on voit tous ces mots wêlés comme des grands bêtes, tout à délésie. Les ceux qui jouent à la soule, et disons au rugby à cette heure, ils ont aussi gagné la Coupe d'Europe, eux. Mais ils ont ramassé, rambersillé, et pourtant, tous les ans, ça qui est pratiquement les Français qui l'ont gagné cette Coupe d'Europe, mais on n'en cause point. Peut-être qu'il y a moins d'argent dans le rugby que dans le football, on ne sait pas. Et une autre affaire qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête cette semaine. L'autre jour, il y a des champs de Berlin qui ont envahi les terres d'un paysan. Ils ont pris une de ces verdets, bien parfumées au lisier, et les paysans, ils ont mincé avec leur tracteur toute le short. Mais, qu'est-ce qu'ils craignent, les vilotiers? Qu'ils ont beau moyen d'avoir des quais qui n'est pas à eux? Il ne faut pas trop achaler le paysan. Quand il devient rifège, tu peux dire que ça va rouster. Eh ouais, ça c'est bien vrai. Et ça vous a fait bien plaisir de déverser votre courroux, hein, mon cher. Ah hein? oui, franchement, parce que là, j'avoue qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Pourtant, tu sais que le sport, je connais pour Eh ben oui, l'avoir pratiqué à haut niveau. Mais non, c'est vrai que la pilule est amère et difficile à passer, parce qu'on ne parle pas de la victoire, bien évidemment, qui est superbe, mais c'est vrai ce qui s'est passé après dans certaines villes, dans certains quartiers, on ne peut que le déplorer. C'est lamentable. Ouais. Bon, Madame Olivier, est-ce que vous avez compris néanmoins le patois? Parce que vous êtes de oui. Vasse, mais vous devez bien comprendre... Oui, alors, pourtant, les patois sont différents entre le nord et le sud de la Sarthe. Non. Mais je comprends. Non, absolument. Ça, je m'insurge. Ah oui. Absolument pas. Parce que... La langue est la même. La prononciation peut être un peu différente. Je suis natif, moi, du Sud-Sarthe. Hein. Je suis natif de Sablé, hein, la région de Sablé. Et j'habite le nord de la Sarthe maintenant. Je peux vous dire que le patois est le même. Il y a des mots qui peuvent différer, il y a des prononciations différentes, mais c'est le même langage. Eh bien, puisque vous en parlez, les mots, on va vous écouter. Hein, ça va être un bon test. On va voir si on répond tous correctement. Quercy. Quercy. Est-ce que ça vous caustille? Françoise, non. Arnold, encore moins, parce que bon, voilà, ok. Cassé? Non, Quercy. Mourir. Ah, mourir, d'accord, ok. Quercy. Bon, non, on était loin, là. Trop dur. Trop dur. Un Magalo. Un magalo? Un magalo. Oh, c'en est d'un magalo, style-là. Pierre. Non. Un marlou, un peu, non? T'es pas loin. Pas loin? J'ai entendu la bonne réponse. Ah, Oui. T'as dit un gredin, j'ai dit. Un gredin. Ah, ok. Oui, tout à fait. Un gredin. Bien joué. Et un arcanier. Alors là, arcanier, non, moi alors je vois pas du tout arcanier. Et puis là, il n'y a rien, il n'y a aucun signe qui indique arcanier. C'est un individu qui vit de débauche, c'est un débauché. Ah, quoi. d'accord. Ah oui. C'est un moins que rien, quoi. Ça, bon, il fout un coup de pied dans le délégué depuis l'envoyeur.
Ensuite, Moé. Moé. Pareil, alors là... Ah, le niveau est relevé ce soir. Moé, On dirait, il en est Moé, ce style-là. Il en est Moé. Il en est Moé, ce style-là. Mauvais. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah, bah, il n'est mauvais. C'est très proche. Alors. Wallé. Oh, c'est connu. Connu. Wallé. Wallé. On le dit encore. Mais bien, oui, moi, ça m'arrive de le dire. Crier. Oui, c'est crier fort. C'est crier très fort. C'est même vociférer. Ah oui, carrément, oui. D'accord, ok. Carrément. Bon, on est fâché quand c'est comme ça, alors. Ouais. Allez, le petit suivant, donc. Adélésie. Là. C'en est un Adélésie. Vous êtes sûr que c'est des mots qui existent, ça? Adélésie. Adélésie, ben oui. Bon, aidez-nous un peu quand même. Adélésie, comment est-ce qu'on insère Adélésie dans une phrase? Il en est Adélésie, il ne fait pas des cas qu'on va en faire dans notre gamme. Il est tout Adélésie, mon vieux. Bon. Il n'est pas aidé par la nature. Voilà, c'est ça. Bon, il est limité, comme dirait Ken. C'est bien. Ok. Ouais. Alors, ça vous connaissez, la soule. C'est l'ancêtre. Ah non, ça me saoule. C'est l'ancêtre du rugby. La soule, oui. C'est un jeu médiéval. Et alors, ce qui est invraisemblable, c'est que la majorité des gens croient que la soule était jouée dans le sud de la France. Et c'est surtout dans le nord-ouest qu'on jouait le plus à la soule. D'accord. Et on y joue encore, il y a toujours un jeu de soule. D'accord. Alors, il y avait un bâton. Et si vous regardez. Non, tu confonds. Tu confonds. La soule, il y avait deux communes qui se mettaient sur un point à égale distance des deux églises. On lui donnait un ballon, et il fallait qu'on emmène le ballon sur la place de l'église adverse. Ça a été interdit, je crois, je ne suis pas sûr de la date, mais au 15 ou 16e siècle. D'accord. Parce qu'il y avait à chaque fois des dizaines de morts. Ah oui, d'accord. Tous les coups étaient permis. Bah, vous voyez, je me rappelle que mon papa me racontait des histoires où les conflits entre troupes scouts se réglaient à la soule. Ouais, il y avait un côté défouloir. Vous parliez du PSG tout à l'heure. Vous voyez, déjà à l'époque... Ah oui, mais là, c'était les combattants, là, c'était les joueurs. Bah oui, mais bon... encadré, ça durait que le temps de Bon, alors un petit dernier, peut-être? Un petit dernier. Pour la route, comme dirait l'autre. Oh, il est facile, celui-là. Mincé. Oui, mincé. Couper menu, quoi. Couper. Non, ça n'a rien à voir avec. Abîmé. Voilà, c'est abîmé. Il a mincé mon jouet. Comme tes gamins. Oh, il a mincé mon jouet. Bon, bah ok. Il a coffee. Tout coffee, oui. Coffee, c'est pas mincé. Mincé, c'est vraiment cassé, c'est abîmé. Coffee, c'est. Comment on dit en français, je ne sais même pas. Emboutir? Emboutir, oui, c'est des trous, une bosse. Oui. Bon, on a compris. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. On a bien saisi. Merci en tout cas pour tous ces bons mots. On aura appris encore des choses. On va passer sans plus tarder à l'histoire du jour. Alors, ce soir, qui était le fléchois Pierre Guillaumat, dont le plus grand pétrolier du monde portait le nom? Était-il le patron d'Elf-Aquitaine, un héros de la guerre ou un grand explorateur? Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Est-ce que ce fléchois Pierre Guillaumat, non, pas du tout? Pas du tout. Madame Olivier non plus? Non. Ouais. Bon, voilà, faut vous jeter à l'eau. Allez. Je dirais Elf-Aquitaine, pourquoi aller chercher une question avec Elf-Aquitaine? Ouais, pourquoi pas? Non? Les copains? Rien de... non plus, c'est pareil? Un explorateur, moi, ça me plairait bien, parce que pour qu'un pétrolier qui parcourt le monde... Je vous donne la réponse. Fils de général et élève du Prytanée de militaire de la Flèche, Pierre Guillaumat a été un ancien ministre du général de Gaulle, notamment, et un pionnier de la politique énergétique. Décédé en 1991, ce fléchois était surnommé le tsar de l'énergie, puisqu'il a régné pendant plus de 30 ans sur la politique énergétique française. Enfin oui, le navire commandé par Elf, qu'il a dirigé de 1966 à 1977, est baptisé à son nom
était long de 434 mètres et capable de transporter plus de 555 000 tonnes de pétrole brut. Voilà. Bon. Hein, c'était pas évident, hein. Mais bon, voilà, c'était un fléchois. Encore un qui est passé aussi par le Prytanée militaire de la Flèche. Voilà. Madame Olivier, on va passer à l'actualité, hein, puisque le 15 juin, ce sera la grande fête à Vasse. La combienième édition de la fête des fouets? Alors, c'est la 15e édition de la fête des fouets. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la fête des fouets, mais de quoi s'agit-il déjà? En fait, la fouet, qu'est-ce que c'est? Eh oui, c'est une bonne question. Voilà. Quand les gens faisaient leur pain chez eux, dans leur four, et qu'il restait un peu de pâte, eh bien, ils faisaient des petites boules de pâte qu'ils mettaient dans les dernières braises. Et donc, la petite fouet gonflait, et à l'intérieur, on pouvait mettre des rillettes ou du beurre, etc. Du lardon, des lardons, enfin non, je ne sais pas, je dis des bêtises. Hein, est-ce que c'est une spécialité sartoise, régionale ou... J'avoue qu'au départ, ça vient plutôt du département du Maine-et-Loire. Voilà. D'accord. Mais comme la belle rivière, le Loir, passe aussi vers le Maine-et-Loire, nous, dans l'autre sens, on s'est approprié un peu leur tradition. Et les Angevins, les gens de l'Anjou, mettaient des rillettes quand même, sartoises, dans le fouet? Ah, d'accord. Oui, ils en mettaient quand même. Ils sont beaux joueurs. Hein. Les mojettes aussi, les haricots, oui. Et alors, nous, vous parliez d'histoire, ça nous parle, parce que le moulin dont tous nos bénévoles s'occupent depuis bientôt 40 ans, il existait déjà en 1576. Nous avons retrouvé un acte de vente de ce moulin qui appartenait à la famille de la Vallière à l'époque et qui a été vendu en 1576 à une autre personne. Et donc nous avons retrouvé aux archives ce document-là. Donc nous avons un moulin qui date aussi de bientôt, qui datait peut-être de 500 ans, qui existait peut-être auparavant. Et on voit d'ailleurs des images à l'écran de la fête de l'année dernière, que notre amie Amanda avait visité en votre compagnie. Lors de la fête des fouets, bien sûr, on fait des fouets pour que tout le monde en déguste. Bien sûr. Mais on fait de la farine dans ce moulin qu'on a maintenu en activité, qui est toujours entraîné par la force de l'eau, par une grande roue hydraulique. Et on a tout le mécanisme à l'intérieur qui nous permet de faire de la farine. Alors combien de kilos de farine ce jour-là? En tout cas, on va écraser 600 kilos de blé. C'est encore plus que l'année dernière. Ah, vous allez écraser le blé? Plus que l'année dernière. D'accord. Ouais. On va même commencer dès le samedi pour être sûr de nous, parce qu'en fait, c'est quand même pas rien. L'entretien d'un moulin comme ça, c'est quand même un sacré travail. Bien sûr. Et nos bénévoles, déjà, ont préparé le moulin, graissé, tendu les courroies, vérifié chaque machine. C'est combien de bénévoles dans les Amis du Moulin là? Vous êtes une équipe de... Alors, en tout, on est une centaine de bénévoles. Mais on est une quarantaine de personnes qui sommes là très souvent. Parce qu'en plus d'entretenir ce moulin, on a à cœur la transmission des savoirs et des savoir-faire. Et donc, nous accueillons beaucoup d'écoles, beaucoup de familles, on a beaucoup d'activités. Tout le reste de l'année? D'accord. Et en mai-juin, c'est plutôt, les écoles, c'est plutôt en mai-juin. Oui, d'accord. Et là, pour la fête, vous allez accueillir 2 meuniers, non, c'est ça? Qui vont préparer, ou peut-être plus, je ne sais pas. Oui, on essaie de former de plus en plus de personnes qui sont capables justement de gérer cette grosse mécanique. D'accord. Alors parallèlement à cela, il y a tout l'événement, animation musicale. Animation musicale toute la journée, un bal trad, parce qu'on a des groupes de musique trad dans le Sud-Sarthe, dont un Bercé Danse, dont je fais partie aussi. Et donc, on fera danser les gens sur l'herbe, comme dans le temps. On prend l'accordéon ou d'autres instruments et on danse là, sur place. Et puis, ça, c'est à 16h, le petit bal qu'on organise. Auparavant, il y a Patrick qui viendra jouer toute la journée, déambuler entre les gens. On va installer des tables, les gens pourront s'asseoir. Et tout ça, c'est gratuit, hormis ce qu'il y a à consommer peut-être? C'est gratuit, sauf les fouets. Bien sûr, donc il faut, voilà. Les crêpes aussi, il y aura des crêpes quand même. Ça coûte combien alors un petit, c'est quoi, c'est quelle grosseur un fouet? 2,50 €. 2,50 €, d'accord. Alors on propose rillettes, c'est quand même
on est en Sarthe. Mais on propose aussi chèvre chaud avec miel. Voilà. Et puis pour ceux qui aiment trop le sucré, bon, oui, il y en a. Bien des confitures, du miel, des crèmes noisettes, etc. Quoi. Bon, c'est moins cher chez McDonald's et c'est l'ancêtre du hamburger en fin de compte, ce petit. Oui, bien vu. Oui, si vous voulez, c'est un peu comme un sandwich chaud. C'est ça. Oui. Les vases devaient faire partie de la province de l'Anjou sous l'Ancien Régime. Oui, je pense, oui. C'était limite. Touraine, Ça fera l'objet d'une prochaine émission, ça, je pense, quand on parlera. Ça, et oui. votre mari, qui fait partie de l'association, me disait aussi, il ne faut pas qu'on oublie de parler d'une autre fête qu'il y a à Vasse au mois d'août, je crois. Oui, c'est ça. Alors là, de quoi s'agit-il? Ce sera pour finir. La 24e édition de la fête du blé au pain. D'accord. Et alors là, la date, vous savez où sont... 2 août, samedi. C'est un samedi. D'accord. Samedi 2 août. Voilà. Plein super. de choses. Alors je voulais dire aussi quand même, excusez-moi, qu'il y a aussi un salon saveur et création qui est installé. Il y a une vingtaine de stands avec des créateurs locaux. Pour se faire plaisir ou faire plaisir à d'autres personnes, acheter des petits cadeaux, etc. Et aussi un petit peu à manger. Ah ben voilà, tout est dit. Merci Françoise Olivier. Merci. Rendez-vous à Vasse le 15 juin. À partir de 11h. Merci. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. On se retrouve dans quelques instants également pour parler du 15 juin et des 24 heures du Mans à Arnold Robin. Et pardon encore pour ce petit retard. On se donne rendez-vous dans quelques instants.